Aujourd'hui, je reçois sur le podcast l'écrivaine sénégalaise Ken Bougoul, qui de son vrai nom s'appelle Mariétou Mbaye. Alors Ken Bougoul, c'est une autrice qui est née en 1947. Elle a une histoire particulière parce que quand elle est née, son père a 85 ans et sa mère l'abandonnera à l'âge de 5 ans. Cet épisode traumatique de sa vie va être un peu le déclencheur de toute sa vie et de tous les bouleversements qu'elle aura connus. Et surtout, je vous recommande de lire le livre de Ken Bougoul. Moi, je suis tombée sur son premier livre qui s'appelle Le Baobab Fou, il y a à peu près 8 ans. Je vous recommande vraiment tous ces livres. Dans cet épisode, on a parlé de beaucoup de choses. Je n'en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Ken Bougoul. J'ai lu tous tes livres, d'abord le Baobab Fou et ça m'a transcendée. Et dans le Baobab Fou, le personnage principal s'appelle Ken Bougoul. Et il s'avère qu'après tous tes livres que tu as écrits, tu as signé Ken Bougoul. Ma question c'est déjà, Ken Bougoul ça veut dire en Wolof, celle dont on ne veut pas. Pourquoi tu as choisi ce surnom-là? Et pourquoi tu l'as perduré après comme nom de scène? Ken Bougoul, c'est pas moi qui l'ai choisi comme nom de plume. Le personnage dans le Baobab Fou, c'est le personnage, l'héroïne qui s'appelle Ken Bougoul. Et Ken Bougoul, c'est tout simplement une voisine chez moi, au village. La concession familiale de la famille Sec, qui était des bijoutiers, se trouvait juste en face de la maison de ma grand-mère, où je m'étais retrouvée quand j'ai quitté mon village natal, Malé-Modar. Donc on avait le même âge, on se fréquentait un peu, mais elle n'allait pas à l'école, mais on était du même âge, j'allais chez elle parce que je me faisais aussi des tresses dans leur famille. Et c'était une petite fille que j'aimais beaucoup, mais en même temps que j'enviais beaucoup, parce qu'elle vivait dans une famille. Elle vivait avec son père, sa mère, ses oncles, ses tantes. C'était une maison familiale. Son père était jeune, allait travailler dans sa bijouterie, au marché, revenait, les enfants couraient à sa rencontre. Et moi, je n'avais pas connu une telle atmosphère familiale. Parce que je suis née dans mon village beaucoup plus loin, à Malé-Modar, après Kaffrine. Quand je suis née, mon père était très âgé. Non, dans le Sine Saloum, vers l'est. L'est, ouais. Après Kaolack, Kaffrine, Malé-Modar se trouve à 17 km sur la route Tamba, etc. Et quand je suis née, moi, mon père, il avait déjà plus de 85 ans. Quand j'en avais 5, il en avait 90. Il était aveugle. Et ma mère aussi, quand j'avais 5 ans, avait quitté la maison familiale pour aller chez sa mère qui était dans un autre village. Donc je me suis retrouvée toute seule, Benjamin d'une famille qui n'existait plus, parce que les sœurs étaient mariées, étaient parties, les grands frères, comme il n'y avait pas d'école, avaient fait l'école ailleurs, travaillaient dans les villes, c'était pendant la période coloniale. Donc ce village où il n'y avait rien, moi je me suis retrouvée dans une maison presque vidée de ses forces vives. Ouais. Et comme j'étais la Benjamin, j'avais ni petit frère, ni petite sœur, je me suis retrouvée toute seule. Avec un vieillard aveugle que je prenais pour mon grand-père. Donc j'ai vécu pratiquement, entre guillemets, abandonnée à moi-même. Même à mon âge encore, je me demande, mais je dormais où? Mais qui me réveillait? Qui me disait d'aller me laver la figure? Qui me disait de m'habiller? Qui me disait de me laver? Puisqu'il n'y avait personne, parce qu'une petite fille, ta mère n'est pas là, tu n'as pas une soeur. Maintenant, je me demande, mais je dormais dans quelle pièce, sur quel lit, mais comment j'allais me laver, comment mes habits étaient lavés, qui me disait de m'habiller. Je n'en ai aucun souvenir, c'est-à-dire c'est tellement flou dans ma tête, je ne vois pas un souvenir alors que je cherche à m'accrocher à des souvenirs comme ça pour me construire une maison affective, des liens, ces trucs de l'enfance. Mais ça, du coup, ça va expliquer beaucoup de choses après. Ça explique votre vie, en fait. Ça explique tout jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est cette petite fille, comme je l'enviais, le Baobab Fou n'était pas un projet de livre, c'était juste j'étais dans une démarche d'évacuation de surplus de vécu. On va en parler tout à l'heure. Donc, ces surplus de vécu douloureux, impossible à digérer,
je voulais m'en débarrasser. Mais comment m'en débarrasser? Par l'écriture, mais il fallait que je décharge ça sur quelqu'un d'autre. Puisque j'enlevais ce surplus, ces souffrances, je les enlevais de moi, il fallait que je les pose quelque part. Et inconsciemment, c'est la méchanceté, l'envie et la jalousie de ma copine qui avait une famille, des parents jeunes et tout ça. J'ai mis ça sur elle. C'est l'histoire du bossu qui enlève sa bosse et puis qui dit à quelqu'un, regarde-moi, j'arrive là, et puis qui se sauve et qui lui laisse sa bosse. Donc j'ai voulu vraiment me décharger sur cette copine qui est toujours en vie, qui m'en veut toujours, pour plusieurs raisons, mais pas pour ça. Pas pour ça. Et donc c'est comme ça. Et quand Annette Baye-Derneville, on appelle Tata Annette affectueusement Merbi, a eu le manuscrit par son fils Ousmane William Baye, elle a lu dans la nuit, alors que c'était un brouillon, puisque ça faisait partie d'un gros manuscrit. Oui, c'est vos 3 livres en fait. Voilà, et je lui dis seulement que ce n'était pas un projet d'édition. J'ai pris un papier, j'ai dit bonjour Tata Annette, est-ce que tu peux lire ceci pour ma mère qui ne sait pas lire? Et Willy a amené chez sa mère, et sa mère l'a lu dans la nuit, et le lendemain, c'est elle-même qui a déposé cette partie de mon manuscrit à la maison d'édition, des nouvelles éditions africaines. Moi, je ne savais même pas où se trouvaient les nouvelles éditions africaines à l'époque. Et c'est comme ça qu'on m'a appelé pour me donner un certificat de dépôt, que j'ai rencontré le directeur littéraire, qui me dit que, parce que le directeur a dit que ça doit sortir, le directeur littéraire, un haïtien qui s'appelait Roger d'Orsainville, avait des réticences parce que ça lui semblait tellement scandaleux pour une société sénégalaise traditionnelle. Ça, on va en parler tout à l'heure justement de... Et donc, lui, il a dit, on ne peut pas, parce que lui-même, il avait écrit un livre, il est décédé maintenant, ce réfugié politique haïtien, il a écrit sur la société sénégalaise traditionnelle, de sa perception. Et il a dit ça, ce livre ne peut pas sortir comme ça, parce que ça va être un scandale, etc. etc. Donc d'abord, il faut trouver un nom de plume. Pour te protéger toi, du coup, pour te protéger d'où tu viens, ta famille, est-ce que c'est pas Oui, mais j'avais quand même quel âge? J'avais 33 ans, 34 ans, je n'étais pas une gamine, je n'étais pas une petite. Oui, mais après ça dépend de comment c'est perçu, la société justement, même mais j'avais des antécédents, j'étais connue déjà. Moi, petite, tout le monde me connaissait au Sénégal pour mon comportement, comment je vivais, tout ça. Et donc, lui, il a dit, ah non, c'est vraiment Roger d'Orsainville qui a vraiment dans sa tête d'étranger à un pays qui dit non, ce pays est comme ça, qui a insisté. Moi, je dis non, il faut mettre Marietou Mbaye. Non, sinon tu ne vas pas trouver de mari, tu ne vas pas trouver de travail. Je dis, mais moi, je ne cherche pas de mari, j'avais quand même 33 ans et tout. Peut-être du travail, oui, et tout. Et puis, il a même, pire, il a même enlevé des passages du Baobab Four. Ah oui? Ah oui, ça. Et j'en veux à des membres de ma famille qui ont brûlé le manuscrit du Baobab Four que j'avais laissé au village. Elles ont fait le feu, elles ont allumé le feu avec ça. Ça me reste vraiment coincé quelque part. Donc c'est comme ça. Et maintenant, quand on a mis, donc j'ai dit, bon, comme j'ai pas assez d'imagination, pour trouver un nom de plume comme Thierno Moné Nembo, qui a pris le nom de sa grand-mère, et d'autres, etc. J'ai dit, mais comme le personnage dans le texte s'appelle Ken Bougoul, on n'a qu'à mettre Ken Bougoul. Donc c'est comme ça que Ken Bougoul a perduré, quoi. Et bon, c'est comme ça que le nom de plume Ken Bougoul a été adopté. Mais c'est que le Baobab Four a eu un succès planétaire. Et comme les gens ont commencé à écrire dessus, les anthologies, les professeurs, tout le monde, partout, aux États-Unis, en Europe, parce que c'était... Ah oui, c'est un livre fort. C'est un livre d'abord de l'autobiographie, une espèce d'autofiction. À l'époque, on ne parlait pas d'autofiction, etc. C'est quoi ce truc et tout ça. Donc, comme vraiment c'était dans beaucoup d'anthologies, dans beaucoup d'ouvrages, dans beaucoup d'études et tout, quand Sandré Bresse est venu, quand moi-même j'ai dit qu'on mette Marietou Mbaye, on a dit non, parce que les gens sont dans la trajectoire de Ken Bougoul, donc ça va un peu déstabiliser les chercheurs, les gens qui travaillent sur
ton œuvre, c'est sûr qu'un autre livre, ils vont toujours chercher la suite, ils vont toujours... et c'est comme ça que j'ai dit, bon, on laisse alors Ken Bougoul. Mais je l'ai adopté maintenant moi-même à partir de La folie et la mort. Le quatrième livre qui n'était pas de l'autobiographie, mais qui est toujours dans l'autofiction fictionnelle, si je peux dire ça comme ça, parce que tous mes ouvrages, même ceux qui semblent être de la fiction, c'est toujours... Il y a des parts de toi, je pense. C'est tout est une mise en abîme, jusqu'au trio bleu, c'est des garçons, c'est des Gora, des Suleiman, mais à travers Gora, Suleiman, François, c'est toujours Ken Bougoul qui est là. Donc c'est à partir de La folie et la mort où j'ai commencé vraiment à maintenant avoir la prétention et à développer une petite passion pour l'écriture, c'est à partir de La folie et la mort. Mais le Baobab Fou, Sandra Blaise, Riwan, je n'avais pas du tout... cette conscience non, pas, j'avais pas envie d'être écrivain, ça ne m'intéressait pas. Moi, c'était avoir un restaurant, une galerie. Bah, du coup, c'est la question que j'allais te poser. Une galerie d'art, restaurant, des trucs comme ça. Moi, c'est un endroit culturel où il y a des rencontres littéraires, la musique, où les artistes exposent. Mais quand même dans la veine artistique, quand même. Oui, toujours dans la veine artistique, mais pas dans l'écriture. Pas dans l'écriture, c'est à partir de La folie et la mort. Et c'est là que j'ai dit, si j'ai pu écrire donc cette fiction, c'est que, et de l'écrire comme je veux, parce que moi je ne sors pas d'une école littéraire. Oui, bien sûr. Moi j'écris comme je veux. Comme vous le sentez, quoi. Ça on va en parler tout à l'heure de processus. C'est pour ça que j'ai dit, comme je peux maintenant, je peux écrire ça, et que j'écris librement, je fais comme je veux. Je peux m'appeler Ken Bougoul parce que la charge symbolique du prénom Ken Bougoul, c'est très fort, c'est-à-dire quelqu'un qui porte ce nom, on ne peut rien contre cette personne, parce que personne n'en veut, Ken Bougoul, personne n'en veut, sous-entend que même la mort n'en voudra pas. En fait, c'est pour conjurer le mauvais sort, le mauvais œil, le mauvais esprit, la mauvaise langue, etc. Donc quand on s'appelle Ken Bougoul, les gens peuvent... dire ce qu'ils veulent, le chien aboie et la caravane passe. Quoi. Ça ne vous attend, quoi. Donc maintenant, je veux même sur mon passeport pour mettre Ken Bougoul comme ça. Super. Et tout à l'heure, du coup, tu parlais justement de ton enfance, à partir de 5 ans d'être livrée à toi-même. La question que je me pose, c'est de quoi tu rêvais quand tu étais petite? Est-ce que tu avais des rêves particuliers? Tu avais une vision de toi-même plus grande ou pas? Non, quand j'étais toute petite comme ça, quand ma mère est partie, les premiers temps, tout ce que je voulais, c'était retrouver ma mère. C'est tout. Moi, tout ce que je voulais, c'était être à côté de ma mère, de retrouver ma mère, c'est tout. Je n'avais pas de rêve. Je n'étais pas projetée dans rien du tout. Je n'étais pas dans un conditionnement de rien du tout. Donc je vivais un peu à l'état sauvage, un peu comme ça. Et quel type d'enfant tu étais justement? Est-ce que tu étais rêveuse? Est-ce que tu étais non, parce que je n'étais pas dans un environnement où il y avait des enfants. Donc je ne pouvais pas même dire que j'étais un enfant, parce que pour être un enfant, il fallait des enfants, des catégories d'âge où on peut se situer. Mais je ne pouvais pas me situer puisqu'il n'y avait pas des catégories d'âge à part mon grand-père. S'il y avait des frères, des grands frères, des grandes sœurs, des petites sœurs, je pouvais dire, moi je suis une grande sœur ou je suis une petite sœur, ou je n'étais pas dans une catégorie parce qu'il n'y avait personne. Bien sûr. Donc je n'avais pas conscience est-ce que j'étais un enfant ou un adulte. Je n'étais même pas dans des trucs comme ça parce que je ne vivais pas dans une structure sociale catégorisée, hiérarchisée, les frères, les grands, les petits, les enfants, les moins jeunes, les tantes, j'ai pas cette notion. Donc j'étais là, je savais que je respirais, je mangeais, mais je ne savais pas que si j'étais un enfant ou une grande personne. Donc ça, c'est des notions. Et là, à mon âge actuel, moi, les gens disent à mon âge, moi je sais pas, moi j'ai pas d'âge, quoi. Je me réveille, je suis comme quand j'étais dans le village, j'ai des choses à faire, je les fais, mais pas par rapport à un âge. Est-ce que je dois m'habiller comme ça parce que c'est mon âge? Parce que d'abord je vis seule, je suis encore moins dans une structuration familiale. Il n'y a personne ici, il n'y a pas de nièce, il n'y a pas de neveu, il n'y a pas de... J'ai pas d'oncle, mon père était fils unique, j'ai pas de tante paternelle, sa mère n'avait que 2 filles, il n'avait pas de frère, sa sœur n'avait pas d'enfant, donc elle était seule. Donc j'ai pas des cousins, je ne suis pas dans une hiérarchisation qui peut maintenant me laisser un espace de... te mettre dans une case. Voilà, qu'on dise que je suis un enfant. Tout ce que moi je voulais, c'était retrouver ma mère. Tout ce dont je me rappelle de cet enfant, c'était seulement de courir dans la brousse de mon village, j'aimais les arbres,
que j'aime toujours. J'aime la nature, les oiseaux, les grands espaces. Et j'aime toujours ça. Je vivais avec les espaces, avec l'environnement. Je suis très, très portée sur l'environnement. Je pense que c'est les arbres qui m'ont beaucoup plus tenu compagnie. Les oiseaux que je tue un peu de temps en temps. Le vent, les herbes. C'est pour ça que dans tout ce que j'écris, il y a toujours des descriptions de paysages, de ceci, parce que ça a marqué. Bah, le nom du baobab fou. Enfin, le baobab, voilà, la description du baobab, ça marque toujours ma vie, mais je ne rêvais pas du tout. À part seulement de retrouver ta mère. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé quelles ont été tes motivations pour justement partir en Europe? Parce que c'est quand même... tu l'as fait, du coup tu as quitté ton village natal pour aller vivre une autre vie en Occident. Pourquoi? Oui, mais ça c'est bien après. C'est bien après, oui. Parce que quand j'ai quitté mon village natal, j'ai retrouvé ma mère dans le village de ma grand-mère, de sa mère à elle, où j'ai été à l'école primaire. Après je suis partie à Kaolack où j'ai fait le lycée jusqu'en 4e. Après je suis venue à Dakar parce qu'on me trimballait chez des gens comme ça pour l'école ou pour ils ont besoin de moi pour aider dans le ménage, tenir un enfant ou des trucs comme ça. Et donc je suis venue à Dakar. Quand j'ai eu le BPC, je ne voulais plus aller à l'école. J'avais pas de motivation. J'étais une adolescente j'étais motivée de rien du tout en fait. Mais je sais que j'aimais. Et ça, tu sais pourquoi tu étais motivée de rien? Oui, parce que je n'étais pas conditionnée à quelque chose. Tout ce que moi je voulais, c'était de faire ce que je veux, d'être libre et d'avoir toujours des livres. Parce que les livres m'ont beaucoup tenu compagnie quand j'ai su lire et écrire. Et vraiment, j'ai vécu qu'avec des livres. Moi, je vis, je dors dans mon lit, il y a des livres. Je dors là, avec on est entouré de livres aussi. je dors avec des livres, je suis toujours avec des livres. Donc, je voulais toujours avoir des livres. Moi, c'était lire, c'était la lecture et puis la liberté. C'est-à-dire je ne rêvais pas surtout après le bac, franchement, j'étais pas du tout, j'étais déjà un peu grande. Hein. J'avais 22 ans quand j'ai eu le bac, moi, 21 ans, 22 ans. Et quand j'ai bénéficié maintenant d'une bourse, comme je flottais, j'avais une vie intérieure, passionnée de liberté, de lecture, d'espace toujours, mais de pouvoir aller en Europe, je me suis dit, comme je suis dans une situation un peu intermédiaire, un peu marginalisée, je ne suis pas dans une famille, je n'ai pas été conditionnée, je n'ai pas été éduquée, on me préparait d'ailleurs à rien, quoi, parce que moi, je faisais ce que je voulais. Une belle-sœur, ex-belle-sœur, à qui je parlais l'autre jour, que je n'ai pas vu depuis 20 ans, a dit, oh, tu ressemblais à un garçon. C'est-à-dire, moi, jusqu'à 20 ans, les gens pensaient que j'étais un garçon. Je dis, oh, ça m'arrive aussi, de temps en temps, à mon âge, hein, je vais me raser la tête, parce que j'ai envie d'être un garçon. Elle en rit comme ça. Et je dis, tiens, il y a eu une occasion d'aller en Europe. Peut-être qu'en Europe, là, je vais me retrouver, parce que, entre guillemets, c'était même pas le mythe des ancêtres, les Gaulois, parce que j'étais allé jusqu'à l'université, j'avais déjà dépassé ça, quand c'était les indépendances. Mais je me disais, la culture occidentale que j'avais, les livres que j'avais lus, tout ce que je connaissais de l'Occident, peut-être que là-bas, je vais me retrouver, je vais trouver une famille, je vais être à l'aise, parce qu'ils vont me comprendre, parce que c'est un monde que je comprends mieux que mon monde traditionnel qui m'entoure. Donc c'était vraiment, je dis, enfin, je vais aller là où je vais m'épanouir. Donc c'était plus ça. Par rapport vraiment à un côté plutôt de la culture, une certaine quête aussi. Non, de reconnaissance. De reconnaissance, oui. Oui, de reconnaissance, d'acceptation et même d'intégration. Voilà. Et de m'intégrer, de m'accepter. Ouais. Et là, j'allais exister maintenant, plutôt que d'être chez moi, mais en marge Oui, être quelque part où tu as ta place. Voilà, alors que là, les frères, les neveux, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, ils étaient là, mais j'étais en marge, j'étais marginalisée, j'étais quand même isolée dans le groupe. Voilà, j'étais isolée dans le groupe, je dis, si je vais en Europe,
Là, comme je connais la culture, je connais tout, là, je vais vraiment être reconnue, être acceptée et intégrer un groupe où j'aurai ma place. Et effectivement, du coup, en Europe, tu t'explores beaucoup de choses. Enfin, c'est ce que tu expliques aussi dans le Baobab Fou. Tu découvres de nouvelles idéologies, la liberté, l'art moderne, la drogue, l'alcool, la prostitution, enfin vraiment plein de choses. Toi, à ce moment-là, comment tu vivais ça? En tant que jeune, hein, tu avais la trentaine? Non, j'avais 23 ans, 24 ans. Oui, parce que oui, j'avais 23 ans, 24 ans. Bon, j'étais... Est-ce que tu étais déçue déjà? Quel était ton sentiment? Non, en fait, parce que, bon, peut-être à l'époque, les années 70, hein, ce qu'on appelait drogue, en fait, pour nous, c'était pas de la drogue. Fumer de la marijuana, c'est pas de la drogue. C'était même, ça faisait brancher. Et comme quand je suis arrivé là-bas, j'avais déjà 23 ans, j'avais aussi fait les 400 coups ici au Sénégal. Donc, il y a des choses, c'était pas, ça ne me surprenait pas. Et puis comme j'étais... J'ai une question, excuse-moi. Les 400 coups au Sénégal, est-ce que c'est à cause de ça que tu disais que tu étais marginalisée ou pas du tout? Non, j'étais marginalisée par... dernière, la seule femme allée à l'école, à vouloir poursuivre des études, etc. Un mode de vie, isolé du groupe parce que je lis. Bon, aujourd'hui, ça ne dérange pas qu'on lise dans les familles, hein, encore. Mais à l'époque, quand même, dans les années 58, 59, 60, 61, 62, 63, dans les villages, on est à Dakar, mais moi je viens de la brousse, de comprendre un livre pour une femme, de penser à avoir, qu'on la prépare à un mariage, des trucs comme ça. Donc j'étais marginalisée et puis j'étais marginalisée aussi par des choix de vie. Je ne voulais pas me marier, je choisissais mes copains comme je voulais pas être vendue, entre guillemets, en tout cas, être une marchandise à travers ma virginité, comme je voyais dans mon village, des gens, qu'il faut vérifier la virginité de la jeune femme. Moi, j'ai vu ça dans mon village. Donc, parce que les villages, c'est pas pareil, parce que le village, on est tous ensemble, toutes les portes sont ouvertes, on sait ce qui se passe. Et donc, je m'étais marginalisée par rapport à beaucoup de ça, beaucoup de choses comme ça, qu'il ne faut pas garder sa virginité. Est-ce que la valeur d'une personne, d'une fille, c'était par rapport à sa virginité ou par rapport à d'autres valeurs intrinsèques et qu'on l'humilie en vérifiant, fouillant son corps pour chercher, etc., une valeur qui n'est que pas symbolique. Et donc, c'est des choses qui me révoltaient, j'étais complètement contre. Donc ça aussi, ça a fait que dans le village, j'étais mal vue. Je dis non, moi, dès que je vais aller au lycée, je vais me débarrasser de ma virginité. Donc, des gens, ça choquait les gens. Donc, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. D'accord. Et du coup, en Europe, ça, du coup, c'était normal. Et pour moi, ça, c'était normal. Tu le vivais. Voilà. Et même la prostitution, en fait, c'est pas une prostitution pour trouver de l'argent. C'est-à-dire, dans les mouvements hippies, coucher, je crois que je l'ai dit dans une interview pour le quotidien, là. C'est-à-dire, coucher, c'était pas pour gagner de l'argent. C'était presque chercher de l'affection. C'était presque une forme de militantisme. À l'époque, faire de l'amour par la guerre. C'était une époque quand même. Hein. Oui, c'est une époque spéciale. Voilà. Et donc, c'est pas la prostitution, le tabac, où tu as un macro, un proxénète, on te gère, tu restes dans tes coins, tu dois rappeler tant d'argent, etc., etc. Et puis de vivre aussi avec des artistes, des milieux artistiques, de vivre avec un peintre, etc. Donc des vernissages. Forcément, j'étais dans ces mondanités, mais en même temps, j'avais déjà un bagage pour ça. Bien sûr. Parce que je me rappelle quand même, une fois, quand j'étais à l'université de Dakar, où je faisais des études de langue pour devenir interprète, ou je sais pas quoi, moi, ce que je voulais, c'était faire l'histoire de l'art. Parce que je sais que l'art, c'est quelque chose qui était, d'ailleurs jusqu'à présent, même à Yasmina, je disais, si je pouvais trouver un espace, faire une galerie, etc., etc. Même ici, j'ai dit, bon, si Yasmina n'en veut pas, quand je vais mettre dans mon testament qu'on laisse que ça soit un lieu de création, que les artistes qui cherchent un espace pour vivre
puisse l'utiliser, Bien sûr. etc. Donc j'avais des prédispositions à ça. Ce qui m'a bouleversé, choqué là-bas, c'est plutôt, c'est là où on m'a fait comprendre que je n'étais pas une descendante des Gaulois. C'est là qu'on m'a fait comprendre que j'étais noire. Parce que ici j'étais marginalisée par des comportements, des attitudes, mais pas par rapport à la couleur de ma peau. Donc moi, la couleur de ma peau ne se posait pas. Et c'est quand la couleur de ma peau s'est posée, c'est là-bas. C'est ça qui a été le choc le plus traumatisant que j'ai rencontré il y a un passage hyper intéressant dans le Babapou, je vais le lire, ça va vous le rappeler. Moi, ça m'évoque une notion dont je parle beaucoup dans le podcast, qui est celle de la traversée du désert. Justement, ce moment où on ne comprend pas, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous dites, tu dis, pardon, c'est dur hein, de te tutoyer, tellement tu es incroyable. Pendant 20 ans, je n'avais appris que leurs pensées et leurs émotions. Je pensais m'amuser avec eux, mais en fait, j'étais plus frustrée encore. Je m'identifiais en eux, mais eux, ils ne s'identifiaient pas en moi. C'est ça. Tu as dit c'est ça. Et même avant ce passage-là, c'était parce que au début, le premier jour de mon arrivée, j'allais à l'OCDE pour régulariser des questions administratives. Et sur la route, j'avais vu, d'abord je ne comprenais pas que les gens qui passaient ne me disaient pas bonjour, ils marchaient vite. Ça c'est le truc qu'on a toujours quand on arrive en Europe, surtout dans ces années-là. Et puis je voyais les gens, comment ils marchaient vite, et puis leurs cheveux comme ça. Je disais, ah, peut-être que pour être vraiment encore plus intégré, il faut que j'ai des cheveux comme ça. Alors je suis rentrée dans un magasin de perruques. Et ça, moi, je trouve que c'est le truc le plus tragique dans le Baobafou. C'est ce petit magasin en coin, c'est vers la chaussée d'Ixelles, je crois, Toison d'Or. La dernière fois que j'étais à Bruxelles, ça n'existe plus, parce que ça a complètement changé, le quartier là. Je rentre dans le magasin de perruques et la dame me dit, et je regardais, je cherchais plutôt un truc Mireille Mathieu, un truc comme ça, avec je sais pas, avec des cheveux qui vont faire comme ça, comme les gens que j'avais vus dans la rue. Et la dame, la blanche qui est dans le magasin, me dit non, comme je regardais les perruques lisses là, non, pour vous c'est pas ça, pour vous c'est ça. Et pour vous c'était des perruques afro, parce que les années 70 aussi c'était le Black Panther, Black is Beautiful, Angela Davis, etc. C'était vraiment une coiffure afro, comme une afro, oui, une afro imposante. Voilà. À l'époque, c'était politique, etc., etc. Mais il y avait une perruque afro, c'est marrant. Elle me dit, pour vous, c'est ça. C'est pour vous, là. Alors que moi, je regardais là, elle dit, non, pour vous, c'est ça. Les gens de chez vous, alors là, tout d'un coup, moi qui n'avais pas de chez moi ici, qui cherchais un chez moi là-bas, et on me dit, les gens de chez vous. C'est là, tout d'un coup, que j'ai senti que ce n'était pas l'endroit où j'allais être acceptée, intégrée. Mais ça, c'est le premier jour. Et je suis sortie, et quand je suis sortie, ça m'avait un peu bouleversée. Et puis les Belges, je ne comprends pas, avenue de la Toison d'Or, dans un truc de galerie commerciale, dehors, sur l'avenue, il y avait des grands panneaux, des miroirs. Je ne sais pas pourquoi mettre des miroirs dans une avenue. Et ce miroir, après la petite boutique, je me suis retrouvée devant le miroir. Comme ça m'avait, chez vous, le premier jour d'arrivée, avec toutes ces émotions. Oh, j'ai vu mon visage et c'est la première fois que je me rendais compte que j'étais noire. Parce qu'il y avait tellement de blanc derrière moi. Et c'est là que les choses ont commencé à se bousculer en moi-même. Et c'est comme ça que maintenant, j'étais dans une démarche quand même, malgré ça, quand même de me faire accepter. Que je les fréquentais, j'allais dans leur mondanité, mais ils se jouaient de moi, comme le passage que tu viens de lire. Je m'identifiais à eux, mais ils ne s'identifiaient pas à moi. Et puis les gens disaient, ah, on a une amie noire. Toujours là, noire. Voilà, etc. Comme à cette époque aussi, je massacrais, comme on dit au Cameroun. On dit, ah, si tu la vois, oh là là, je me stylais, machin, provocatrice. Voilà, mais tout ça, inconsciemment, j'aimais être comme ça, mais en même temps me faire accepter. Mais donc, on m'acceptait tout le temps en objectisant. Nommant la noire. Voilà, objectisé, exotisé dans ces milliers.
mondain de l'art, de la culture, des vernissages, des happenings, et ça faisait bien. J'étais invitée dans les plus grandes familles, les grands intellectuels, mais je connaissais vraiment la crème de Bruxelles. J'évoluais que dans des grands milieux, et donc, mais c'était tragique parce que j'essayais tellement de te faire accepter, de me faire accepter toi-même. Mais alors que, bon, eux, c'est se vanter de m'avoir comme copine, mais dans la rue ou dans les restaurants ou dans les bars ou dans les ceci, je vous désire. Il paraît que vous les noirs, vous êtes chaudes. Chaudes. La fétichisation. Voilà, la fétichisation qui faisait que, donc de plus en plus, ça allait mal, quoi. Donc, une question de mon identité, maintenant, commençait à se poser. Donc, tous les bouleversements sur la quête identitaire et tout ça. Donc, ça a été bénéfique que je sois là, même à travers toutes ces souffrances, toutes ces humiliations, etc. Ça m'a permis quand même de me poser la question sur qui j'étais vraiment. Et donc, c'est comme ça que, après avoir douloureusement et tragiquement tenté jusqu'à la déchéance de me faire accepter malgré tout, que j'ai décidé de revenir ici au Sénégal et dans cette quête identitaire par rapport aux origines, donc en tant que noire. J'ai pu pendant 6 mois essayer de déconstruire ça et d'en tirer quelque chose de très important pour moi, d'en faire non pas une justification ou un justificatif, c'est-à-dire que je suis noire, je l'accepte, j'adore cette peau, etc. Ça me fait une appartenance par rapport à la peau, mais en même temps, je ne voulais pas m'y enfermer. Oui. Parce que j'avais connu tellement de choses dans la vie, je ne voulais pas m'enfermer dans une couleur de peau. C'est bien, je suis très contente, hein, mais je ne veux pas aussi en faire un justificatif ou une excuse. Ou, chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est parce que je suis noire, et même pas parce que je suis noire, etc. Parce que là, ça limite. C'est parce qu'on est noir, on ne se fait pas prendre quelque part, oui, c'est parce que je suis noire, etc., etc. J'ai dit non, j'aime bien ma peau, mais c'est pas ça que je vais valoriser. Je vais valoriser ce que la peau recouvre. Donc c'est quoi du coup? C'est un costume, mais ça c'est moi. Mon identité n'est pas par rapport à la peau. Bien sûr, ce que j'allais dire, c'est que... Une peau n'est pas une identité. Et comment vous la définirez, votre identité? Votre identité, comment tu la définirais, toi, l'identité en tant que telle? Oui, c'est ce que moi-même je ressens à travers mes sens, à travers mon âme, à travers mon cœur, les passions, les choses que j'aime, les choses que j'aime pas. C'est pas parce que je suis noire que, par exemple, on dit, ah, vous... les noirs, vous savez danser. Mangez, vous aimez les mangues parce que vous êtes noir. Je dis, j'aime pas du tout les mangues. Donc tout le temps, parce que tu es noir, on t'attache à ça, alors qu'on a vu seulement la couleur. Mais l'individu, ce que moi, n'aime pas la mangue. Mais ça, après, c'est marrant parce que ça, tu vois, c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui. Et ça perdure. Moi, je suis franco-sénégalaise. C'est ça. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure de est-ce que tu es chez toi, ici ou là-bas, c'est pareil. C'est ça, voilà. On va te dire, c'est où chez toi? Au Sénégal, on va te dire, mais c'est tout ça. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas mettre... il ne faut pas l'utiliser comme justificatif. Je pense que quand on arrive quelque part, soi-même, sans cette couleur de peau, si on ne la met pas en avant, on ne va pas la considérer tout de suite. C'est-à-dire qu'on fait avancer une personnalité. Et qui est accessoirement noire. Oui. Mais quand on dit, ah oui, mais parce que chez nous, hein, moi je viens d'Afrique, hein, parce que chez nous, on fait ça, ouais, mais vous savez, en Afrique, il y a du soleil, ah oui, mais chez nous, on aime pimenter. Quand j'entends les gens dans les... Ah oui, oui, mais nous, vous avez du piment? Ah non, madame. Ah, mais vous savez, nous, en Afrique, on mange beaucoup de piment. Mais pourquoi il n'a pas de piment? Il n'a pas de piment, c'est tout. L'embête pas. Voilà, il ne faut pas l'embêter. C'est-à-dire que toujours, je vois en Europe, en Amérique, tout le temps, les gens veulent dire, mais nous, se justifier par rapport à la couleur de la peau. Tu demandes du piment, il n'a pas de piment. Mais il y a des blancs qui mangent du piment. Alors que c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus ça. Voilà, c'est ce côté réducteur de s'arrêter à ça que j'aime pas. Donc, j'étais maintenant dans ce processus de quête identitaire. Comme j'ai résolu le problème de la couleur de la peau,
c'est après que je suis retournée maintenant, mais pas cette fois-ci en Belgique, mais en France, où j'avais fait un concours ici pour travailler à l'ORTS comme producteur, avec Mansour Sow. C'était cette génération-là. Bon, il est retraité, j'espère qu'il est toujours en vie. Il a même été le directeur de la télévision, de la radio. Mais il est un peu âgé, les gens de mon âge. Toi, tu ne fais pas ton âge. Et avec une histoire d'amour en fond, donc c'est l'histoire de Sandra Braise, avec un blanc, avec un français, donc ce bourgeois, etc. Et c'est là que, comme moi j'avais évacué de me justifier par rapport à une couleur de peau, mais c'est là que je ne savais pas qu'il n'y avait pas que seulement la couleur de peau comme identité, comme m'imposer comme identité, mais il y avait aussi la condition de la femme, d'être une femme. Comme moi, je n'étais pas très éduquée, comme je dis toujours, j'aurais aimé qu'Aminata Sofal soit ma grande sœur, pour bien m'éduquer, pour que je sois une fille bien. Chaque fois, je lui dis ça. Parce que moi, je n'ai pas été éduquée, je ne comprends pas vraiment conditionnée à me valoriser dans la condition de femme. Donc, j'ai abandonné, comme j'avais fait mes choix. Déjà jeune comme ça, on m'a laissé. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, être une femme aussi était une autre identité. Une autre identité, bien sûr. Et donc là, j'étais vraiment objectisée en tant que quelque chose qu'on possède comme bien. C'est-à-dire c'est à moi, c'est mon matériel, cette femme est à moi. Mais exclusivement à moi. Et puis c'est parti jusqu'à la dernière de la cicatrice. Voilà, c'est vraiment de la violence, taper, tabasser, violence physique, morale et psychologique, parce qu'il y avait du racisme dedans, parce que quand c'était violent, c'était insulté, ouais, les gens de ta race, les gens de ta race, tout de suite, le blanc qui dit qu'il t'aime, qui se met à genoux, qui rampe là, tout de suite les gens de ta race. Et même quand il a appelé la police aussi, dans ces années-là, un blanc dit qu'elle qui perturbe ici, la police ne demande même pas. C'est la noire la responsable. C'est la noire qui est la responsable. Oui. Alors, il y avait des photos partout. Alors j'ouvre les placards, je dis mais mes habits, mes affaires, j'avais un chien, je dis mais... Ah non, non, oui, madame, je dis mais surtout à l'époque. Alors là, je me suis dit, les femmes, on ne demande même pas à l'homme, mais bon, d'abord il y avait le question de race, parce que lui il est blanc, c'est une noire, donc c'est elle qui fout la merde, il n'y a pas de sujet. Ensuite, un homme et une femme, quand il y a un problème, c'est la femme qui est responsable, quel que ça soit blanc, noir, jaune ou rouge, quoi. Non, mais c'est ce qu'on dit de l'intersectionnalité, justement. Voilà, on n'en parle pas assez, mais c'est que tu peux être femme, après tu peux être noire, tu peux être de culture musulmane, et puis après tu cumules et tu es handicapé, c'est fini. La totale, quoi. C'est un peu délicat, mais quand tu vis ça, toi, comment tu te dis pas, je dois partir, c'est la question pour oui, on part même, mais on revient. Parce que c'est un attachement, c'est une dépendance. C'est même pas l'attachement, la dépendance, c'est presque une forme de culpabilisation. Tu as l'impression que tu mérites ces violences parce que c'est toi qui as provoqué ces violences. En fait, que c'est toi la coupable de ces violences-là. Donc, parce que lui, l'homme va dire, oui, moi je t'aime, je tiens à toi, mais toi, etc. C'est-à-dire que tu te dis, ah merde, peut-être que je ne me tiens pas bien, je parle mal, je lui réponds mal, ou bien, etc. Donc, c'est-à-dire que inconsciemment, on s'auto-culpabilise et on se dit, c'est moi qui suis responsable, donc je vais tout faire pour être meilleur. Je vais faire mieux, je vais mieux me tenir, je vais pas, etc. Et ça, je pense que beaucoup de femmes, dans les violences, vivent ça. C'est-à-dire c'est vraiment une auto-culpabilisation. Que c'est ma faute, que c'est moi qui me suis mal comportée. C'est moi qui ai mal fait, c'est moi qui ai mal parlé, c'est moi, etc. Donc c'est ça qui fait qu'on reste et on ne sait pas pourquoi. C'est pas une question vitale, la personne n'a pas ta vie, tu peux te débrouiller toute seule, mais pourquoi? Mais à ce moment-là, et puis surtout ça, c'est qu'à ce moment-là, et surtout, moi je sais que, j'avais lu aussi que tu es issue d'une famille aussi où les femmes sont très indépendantes.
Oui, surtout ma grand-mère. Voilà, et du coup, c'est là où je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais ces souvenirs? Est-ce que ça t'a aidé? Non, non, pas du tout. Non. Parce qu'en plus, je n'ai pas connu aussi ma grand-mère dans un couple. Moi, ma grand-mère a quitté le Wallo, elle est venue dans le salon seule, avec sa sœur. Ma mère aussi, comme je n'ai pas vécu dans une maison familiale où j'ai vu mon père et ma mère comme Ken Bougou, ma mère, j'étais la Benjamin, donc elle était déjà âgée, elle a quitté Malémoda pour venir à Guinguinéo. Donc je me suis retrouvée seule, je n'ai pas vu ma mère en couple, je n'ai pas vu ma grand-mère en couple. Donc je n'ai pas vécu pas eu de modèle en fait. Je n'ai pas eu de modèle de couple. Donc, ça aussi inconsciemment aussi. Donc quand je me suis retrouvée en couple comme ça avec cet homme, pour moi c'était une expérience toute nouvelle parce que j'avais vécu en union libre avec mes copains quand on était hippies, j'ai vécu avec un peintre à Bruxelles, bon, on faisait des ménages presque à 3. Tout est dans le waf, lisez-le, etc. Donc l'expérience du couple, c'est vraiment là que j'ai vécu ça, mais de cette manière tellement douloureuse, dans cette fétichisation, dans cette objectisation, etc. Et puis dans une possessivité exclusive, comme si j'appartenais. Une femme doit appartenir exclusivement à un homme, quoi. C'est vraiment. Mais donc, quand mes copines ont dit qu'il faut partir, je suis sûre que si elles ne m'avaient pas dit de partir, il aurait rampé devant moi, s'excuser, pleurait même, m'offrir des orchidées, m'acheter même un diamant s'il le faut et tout. Après, je vais dire, non, il est gentil. Donc, inconsciemment, on se culpabilise. Et c'est quand je suis venue ici, maintenant, dans cet état de choc, en plus d'avoir passé cette nuit à Sainte-Anne, et de revenir ici, où je voulais juste me poser, me remettre de violence, non seulement physique, qui me faisait mal au corps, je crois que j'avais une dent cassée, je crois ici ça saignait, mais en même temps moral et psychologique. J'arrive ici, je vais chez un ici frère, au Sénégal, hein. Oui, et là, le lendemain, peut-être qu'on voit déjà mon état piteux là, je n'avais même pas pris ma valise, j'avais juste un bagage, une petite valise, parce que c'était pas un voyage préparé, il fallait même chercher mes copines un billet tout de suite, rapidement et tout ça. Et j'arrive alors qu'on attendait le retour de la personne qui était en Europe, donc qui doit ramener les cadeaux, l'argent, qui s'est enrichi, alors que moi j'étais arrivée en lambeau, et là, personne ne s'est intéressé de mon état, de qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été le rejet. Le rejet, la moquerie, le rejet, jusqu'à me mettre à la rue. À la limite, quand on mange, on ne m'appelle même pas. Donc les petits, les plus, c'est-à-dire déconsidérés, inconsidérés. Et toi, tu n'existais pas, quoi. Mais pour moi, c'était encore un autre choc. C'est violent. C'est tellement violent que je me suis retrouvée à la rue. Comme ça, à la rue. Bon, dans la rue, quand même, j'avais des compagnons. Il y avait les Djibridio Mambeti, il y avait Bassiroulo, un excellent musicien qui est décédé maintenant. Ils sont tous décédés, ces gens-là. Des génies. Mais eux aussi, qui avaient même des familles. Djibridio Mambeti, sa famille habitait à la SICAP. Mais c'était un errant, il errait dans la ville. Il errait vraiment. Et je suivais ces errants et ensuite je ne savais pas où je vais dormir, tout était incertain, je restais dans la rue, j'étais vraiment un SDF. Et ça a duré quand même au moins 1 an et demi. Ah, quand même. Quand même, hein, dans une précarité. Dans ton propre pays, enfin, c'est à Dakar. Et au Sénégal, en fait, c'est ça que c'est. Enfin, c'est triste à dire, mais en France, on se dit à chaque fois, en tout cas en tant que personne issue de culture africaine ou pas, on se dit, bah nous, ça n'arrivera jamais parce qu'il y a la structure familiale. On ne laissera jamais quelqu'un dans la rue. Ah, maintenant, il y a déjà... Alors, du coup, moi, c'est pour ça m'a tellement choqué que ça au Sénégal, parce que le ministre, on dit le pays parce que d'abord, j'étais... Donc, et dès qu'on est à la rue, bon, au début, ils vont dire, si tu t'accompagnes avec les artistes, les gens qui traînent, Bassiroulo, il avait
il avait une flûte, il avait une guitare, parfois il était au Fouquet, sous Maginot, dans les rues Jules Ferry, tout ça. Il y avait des endroits où les cinéastes, les futurs grands cinéastes, les futurs grands musiciens, les peintres, les artistes étaient ensemble. Et puis il y avait des cadres sénégalaises que j'avais beaucoup apprécié à cette époque, qui étaient des fonctionnaires des Nations Unies, ou qui travaillaient dans des grandes boîtes, comme les Maya Sinouad, le couple Lai Brandt, mais qui aimait le jazz, qui avait des clubs de jazz. C'est-à-dire que ça ne gênait pas d'être avec ces cinéastes, ces artistes, ces marginalisés. Enfin, ce sont des mondes qui se mixaient en fait. À l'époque, c'était comme ça. Ouais. Donc, et puis il y avait des boîtes de jazz ici, quelqu'un joue de la musique ici. Il y avait vraiment, il y avait Amin Tafal qui était aussi à la rue Félix-Faure. Je lui ai rendu hommage dans le livre La rue Félix-Faure. Donc il y avait ce monde-là. Donc d'abord on a dit qu'elle est une fille de mauvaise vie parce qu'elle s'accompagne avec ces gens-là. Ensuite, on te voit traîner dans la rue, dans la précarité. On dit de mauvaise vie, tu es maintenant une folle. Elle est folle. Et dans cette précarité, jusqu'à insoutenable, à un certain moment, j'avais d'autres choix que de retourner au village. Parce que j'étais une fille quand même là, les règles, l'arrivée, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué, très compliqué. Et tu l'as dit d'ailleurs à un moment, je pense, j'ai écouté l'interview que tu as faite avec ton petit-fils. Oui. J'ai adoré, et tu dis tu ne peux pas avoir d'histoire sans village. C'est ça. Et du coup toi c'était ça, tu avais parce besoin... que si je n'avais pas retourné, parce qu'en retournant, j'ai pris le train à la grande gare de Dakar, là, à la gare de Dakar. Je ne sais même pas si c'était pas un train de marchandises ou... Tu as pris le train. Et je me disais, je ne retournais même pas pour dire je vais retourner dans un endroit physique, un espace. Je voulais retourner dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire que c'était plus profond que ça. C'est-à-dire que je voulais plus de ça. Je voulais, voilà, je voulais retourner dans le ventre de ma mère, d'où j'étais sortie. Parce qu'avec toute cette précarité, toute cette souffrance, T'avais quel âge? J'avais 34 ans. C'est fou, 33 ans, 34 ans. Toute cette vie vécue. Avec toute cette vie vécue. Enfin, c'est tellement de choses. Tellement de choses. Et là, je me suis retrouvée vraiment... Je ne savais plus quoi faire, quoi. Et c'est là que, donc, c'est ça qui... Mais en même temps, la rue m'a permis d'écrire une partie. C'est là que tu as commencé, en fait. Que... Dans la rue, parce que le Baobafou, la première, deuxième, troisième, peut-être quatrième page, c'est écrit au café Le Rond-Point, à la place de l'Indépendance. Parce que Abdou Salam Khan, qui m'avait donné un ami qui est décédé, qui travaille à l'UNICEF, parce qu'à l'époque, vous voyez des cadres comme ça qui fréquentaient des artistes un peu qui errent, les marginaux. Ce qui est plus le cas maintenant. Et il m'avait dit, oh là là, c'est triste, c'est vraiment triste. Je déplore ça tout le temps, quoi. Et il m'avait donné 1000 francs. Et avec ce 1000 francs, j'ai acheté un cahier et un bic. L'UNICEF se trouvait là où il y a le building Air France, là, sur l'avenue, maintenant ça s'appelle Hassan II, c'était Albert Sarraut. Après Air France, Galerie Nationale, avant le Printania Casino maintenant, oui, le bureau de l'UNICEF était là. D'accord. Et en face, la boutique même est toujours là. J'ai traversé l'avenue et je suis allé acheter un cahier, un bic. Et en remontant maintenant, j'avais ma monnaie, je remontais parce que je restais beaucoup à la place de l'Indépendance quand je traînais dans les rues, parce que c'est spacieux, parce que la nuit il y a de la lumière, donc j'aimais beaucoup, voilà. Donc j'aimais bien parce que là je suis sécurisé, je ne suis pas dans des trucs où personne ne va... Il y a des bâtiments et puis il y a la lumière, quoi. Et donc je remontais vers la place de l'Indépendance, mais avec mon cahier et mon bic, je ne sais pas, j'avais besoin de m'asseoir quelque part, de me baisser, comme pour vomir, quoi. Exutoire, quoi. Voilà. Et là, j'avais besoin peut-être d'être dans une position stable, quoi. Et le café Rond-Point que je connaissais, parce que je passais tout le temps, parce que je traînais tellement en ville, je passais les vitrines, je voyais les gens qui parlaient, qui mangeaient, ceci, cela, mais comme j'étais considérée comme une folle. Et là, je viens, je pousse la porte, je rentre, je vois au fond, à droite, au fond là-bas, une table avec 2 chaises, comme la plus petite table au fond.
J'ai traversé, je suis allée au fond, je me suis assise, j'ai tiré la chaise, j'ai posé le cahier et j'ai commencé à écrire. Je suis née dans un tout petit village, j'étais dans le Nkouma. C'est là que j'ai écrit ça au café de Rond-Point. J'avais de la monnaie, mais le serveur, comme il m'avait demandé, il est venu tout de suite, les gens, ils me détestaient là, parce qu'ils me voyaient traîner, ils ne m'aimaient pas. Tout couleur, là, faut pas que les tout couleurs. Je suis un peu tout couleur. Il me regarde comme ça, il dit qu'est-ce que je veux. Moi je regarde ma monnaie, je lui dis rien tout à l'heure. Il dit non, de sortir. Et la propriétaire, qui est toujours en vie, qui est là-bas sur le comptoir, là, elle lui dit de me laisser. Oui, bien sûr. Et de me demander ce que je veux boire. J'ai dit un Fanta. Il est parti amener le Fanta, mais avec... oui, avec limite, il a craché. Non seulement j'ai gardé ma monnaie, j'ai eu un Fanta. Donc c'est là que j'ai commencé à écrire. Le reste, bien sûr, la rue sur les genoux, bien sûr. Comme toujours à la main. Encore, c'était encore pire parce que là, on disait que non seulement elle est folle, maintenant je ne suis plus celle qui est mauvaise vie, qui suivait les garçons, les filles marginalisées, les alcooliques, ceci. Maintenant, c'est la folle. Maintenant, une folle qui a des papiers, c'est encore pire. Ça, c'est une folle spéciale. Donc, quand j'ai rencontré donc, William, là où il y avait les Cheikh Ngaïdoba, les Seydou Bari, il y avait un groupe de cinéastes à l'époque qui voulaient faire un film sur la rencontre de Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibra Fall. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour, mais c'était un grand projet. La rencontre, seulement leur rencontre. Comment deux hommes qui se déplacent dans le ville, dans le pays, parce que quand Cheikh Ibra quitte là, il entend dire qu'il est passé par là, lui, il va aller dans ce village. On dit non, qu'il est plutôt là-bas, il va là-bas, l'autre qui est là-bas. C'était un film vraiment, le scénario était fantastique. C'est là que j'avais rencontré William, que je lui avais donné une partie de ce que j'avais déjà écrit. Donc quand je suis retournée au village, quand je suis retournée dans le ventre de ma mère, et que ma mère aussi, elle n'était pas contente que je revienne au village. J'allais te poser cette question parce que au début tu disais que ton rêve c'est de trouver ta mère, tu l'as retrouvée. Comment était votre relation? Non, ça dit qu'on n'a pas eu de relation jusqu'à ce moment-là, on n'a pas eu de... Parce que je venais au village, mais on n'était pas... Il n'y avait pas d'intimité, quoi. Tu as vu le film d'Alice Diop, Saint-Omer? Pas encore. Il est incroyable. Oui, sur cette histoire de relation de mère, il est incroyable. On était ensemble, mais on n'était pas ensemble. Mais ça, c'est encore... c'est l'histoire avec de l'autre côté du regard, mon livre là. Parce que quand on s'est séparés, elle a retrouvé sa première petite fille qui avait plus ou moins le même âge que moi et elle m'a remplacée par ma petite fille qui s'est mariée tôt, avec elle fait des baptêmes, elle a les bébés, elle socialise dans son environnement, elle joue un rôle. Parce que ma soeur qui l'avait eue avait 16 ans quand elle naissait. Donc c'est ma mère en fait qui s'est... Et puis jouer ce rôle dans ce village, tout le monde veut être... ta fille ta fille se marie, les voisins viennent, on donne à tel, on ne l'a pas. Ça dit cette socialisation, jouer ce rôle, elle ne pouvait pas le faire avec moi. Donc j'étais là, mais on n'était pas proches. Mais quand j'ai quitté mon errance que je suis allée, elle ne voulait pas que je vienne. Parce que tout le village avait entendu dire des échos que sa fille qui était revenue de France, qui était devenue folle, qui suivait d'abord les mauvais garçons, ce qu'on lui a dit, en plus qui est devenue folle. Donc pour elle c'est une honte, parce que les petits villages là, c'est une honte que je revienne au village, parce que tout le monde va me voir, parce que les villages, tout le monde va bien, etc. Ils vivent ensemble. Bien sûr. Donc elle ne voulait pas que le village sache que je suis là. Donc c'était la nuit, mais il y a une Suissesse là qui a fait un film documentaire sur moi qui s'appelle... Oui, que personne n'en veut. Ah, je oui. Oui, il faut regarder. Tout ça, beaucoup de choses sont expliquées. Je crois même à un moment même, j'ai sangloté. Tellement de souvenirs là étaient tellement douloureux. Et elle ne voulait même pas que m'ouvrir la porte. La nuit, les villages, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Les maisons du village, les tôles, machin. Ils n'ont même pas de cadenas, c'est des frères là, ils mettent un truc en bois. Vraiment le village, quoi. Mais comme je l'entendais enlever ça et tout, elle a laissé la porte, comment ça s'est ouvert.
Elle est retournée dans son lit. Comme elle était teinturière, il y avait des tissus, des matelas, un paille quelque part là. J'ai tiré la porte, j'ai remis le truc là, et puis je me suis couchée. Mais le lendemain, j'ai aménagé dans une petite pièce, un pantré là. C'était tellement chaud. C'est même dans le film documentaire, là, on fait la fenêtre. Et j'étais enfermée là-bas pendant 6 mois séquestrée. Hein. Je sors que la nuit et le matin. Parce que le village ne doit pas me voir. Ah, tu n'avais pas le droit. Non, je suis folle. Je veux raser, je n'ai pas d'habits, je ne suis pas présentable pour le village. Et c'est comme ça toi, que... comment tu le vis? Enfin, je trouve ça... Oui, mais c'est ce que je dis toujours, comment on peut vivre les souffrances? Ouais. Il faut avoir un bagage intellectuel et spirituel. Quand on sait beaucoup de comment choses dans sa tête, tu tiens avec ça. Quand tu sais tellement de choses, et ça c'est grâce à la lecture et l'environnement, le paysage, la nature, les oiseaux, les arbres, et les livres. Donc, et le vécu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, je ne peux même pas parler de tout ça, je ne peux même pas parler de 1/1000 de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que je connais dans cette vie. Hein. Et ça maintient. Et la spiritualité, donc j'avais déjà une spiritualité comme ça, innée. Ensuite, et puis j'étais dans les trucs de zen. Et puis je suis très mystique. J'aime les religions. J'étudie tous les livres, la Torah, le Talmud. J'ai des Bibles partout. Il doit y avoir dans la maison au moins 4-5 Bibles. J'ai des Corans, j'ai tous les Corans. J'achète des Corans partout. Des petits, des grands. Partout où je vois un livre. Les 3 livres révélés, là, j'achète toujours. En plus, j'ai des maîtres soufis, les Ibn Arabi. Ça dit, je suis très mystique, plus zen, plus très mystique, très mystique. Ça aussi, ça aide beaucoup aussi. Bien sûr. Je ne suis pas une religieuse pratiquante, mais très mystique. J'adore. Je suis très religieuse. Ça pourrait faire un épisode entier. Rien que ça. Et donc ça m'a permis donc de tenir, de résister. Donc j'avais une nature, et puis je pense qu'il y a des souffrances qui font que toute autre souffrance, ça passe, ça glisse sur la peau. Parce que d'être séparé de sa mère, de voir sa mère partir dans un train, un enfant qui court derrière ce train, il n'y aura pas de souffrance plus grande que ça. Donc, que ce soit pour nous faire ce qu'il veut, je vais toujours encaisser. Parce que pour moi, ça, c'est la seule grande souffrance de ma vie. Tout le reste... Et une question, est-ce qu'on guérit de ça? Jamais. J'ai écrit un livre pour guérir de ça, c'est de l'autre côté du regard. Une espèce de... Dire que je vais récupérer ma mère dans la mort quand elle est décédée, et que ma nièce, qu'elle m'avait remplacée, qu'elle aimait tant, Samana, c'est le seul livre que j'aime de tout ce que j'ai écrit, c'est de l'autre côté du regard. Et quand elle est décédée, 1 an et demi, même pas 2 ans après, ma nièce décède. J'ai dit, ben voilà, elles étaient ensemble dans cette vie, maintenant ma mère est morte, elle est partie la retrouver dans la mort là-bas. Je ne vais pas laisser faire. Je vais écrire un livre où je vais aller récupérer, rattraper ma mère dans l'au-delà et me réapproprier ma mère à jamais. Avant que ma nièce ne l'atteigne. Parce que j'imagine l'au-delà, que c'est des niveaux, des étages et tout. Et avant que ma nièce ne l'atteigne, moi je vais la récupérer. J'adore ce livre-là, parce que c'est vraiment une manière aussi comme ça, à travers l'écriture, le souffle. C'est un livre qui épuise. On lit ça, on est épuisé, mais parce que je cours pour attraper ma mère. Oui, et c'est rythmé avec la berceuse, Ayo, Néné, tout ça là. Et à la fin du livre, j'ai considéré ma mère comme quelqu'un qui a peut-être même beaucoup plus souffert que moi de notre séparation. Et à la fin du livre, c'est moi qui donne le sein à ma mère devient mon enfant. Donc tellement je lui ai pardonné et je suis devenue sa mère et je lui donne le sein. Donc à la fin du livre, c'est moi qui donne le sein. Mais le processus de... Après, ce qui est intéressant, c'est dans le processus de guérison, on a aussi beaucoup d'empathie. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'empathie. Il y a une dame qui avait fait une thèse sur de l'autre côté du regard. J'ai jamais vu, elle m'a jamais vu une Française de l'université de Lyon 2 mai, qui a tellement saisi la subtilité. Quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais toi tu avais perdu ta mère. Ouais, parce que franchement, pour comprendre quelque chose comme ça,
Alors que moi, je parle d'une histoire personnelle. Mais le livre, quand il est traduit en Pologne, c'était un best-seller. Ça veut dire que les gens, c'était le rapport à la mer. Donc je dis, mais on ne se rend pas compte, le rapport à la mer, c'est universel. C'est universel. Et en même temps, c'est quelque chose qui est tellement fondamental. On n'y prête pas beaucoup attention. Mais et puis c'est déterminant. Ça détermine la vie et la mort. C'est-à-dire, le père, c'est bien, mais bon. Et la mère, sa mère, et quand on devient mère. Et du coup, j'avais posé cette question. Voilà. Ce que tu as vécu, qui est assez fort avec ta mère, quand tu es devenue mère, comment tu l'as vécu? Oui, ça dit que peut-être le fait que je n'avais pas vécu avec ma mère et que quand j'ai commencé à parler, mais avant de commencer à parler avec elle, quand j'étais séquestrée dans cette petite pièce, c'est comme ça que j'ai entendu quelqu'un qui rentre dans la maison, parce que les gens sont curieux de me voir. Comment je sors que le matin, de bonne heure, je fais ma toilette, je me lave et tout, parce que la nourriture, on pose ça devant la porte, parce que je ne mange pas avec les gens, tout ça. Et la nuit, je sors. Donc quand les gens le matin dans les villages, on se réveille, on va « Bonjour, comment ça va la maisonnée ?» Et puis au village, on m'appelle Marie. Et Marie, et ma mère dit « Elle là, ça va. » Mais les gens ils veulent me voir, quoi. Et c'est un jour, avec ces personnes qui rentrent dans la maison, j'ai entendu quelqu'un dire que un serigne Mbake, mais qui est originaire, qui a des champs et des maisons dans notre zone de ce village-là, et de passage. Le serigne, du coup, serigne, c'est un grand monsieur, on va dire. Hein, voilà, et c'est ce serigne qui m'a récupéré. Dans cette... Parce que quand j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, Serigne Bidede dina ñëw na », j'ai entendu que le Serigne est là. Mais parce que il donne les gens, il aide, il donne de l'argent, il donne ceci, il règle les problèmes, les gens qui ont des soucis, on le consulte. Donc quand il arrive pour le village, c'est un événement parce qu'il reste quelques jours, après il repart dans ses champs, il repart... les Serignes d'avant, quoi, c'était pas comme nos jeunes Serignes d'aujourd'hui, là. Et donc, dès que j'ai entendu son nom, parce que je savais que c'était un ami à ma grand-mère, je ne me rappelais pas exactement de ses traits, de comment il était, mais je sais que c'était quelqu'un que ma grand-mère maternelle connaissait. Et là, dès que j'ai entendu son nom, j'ai eu le courage de me lever en plein jour, d'ouvrir la porte du petit pantré là, de sortir, de traverser la cour, de prendre le grand chemin de sable là, où tout le monde sortait, c'était vraiment l'événement. La folle est sortie. Et moi j'ai marché d'un pas déterminé vers la concession du Serigne. Et dès que je l'ai vu, quand je suis arrivée, la première chose, mais tu étais où? Tu as voyagé? Est-ce que tu étais en Chine? Tu sais, en Chine, il y a des fleuves, il y a la montagne. Et puis on me parle tout à fait d'autre chose. Quelqu'un me prend tout d'un coup. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Et c'est lui en fait. Et c'est comme ça. Et petit à petit, le processus de m'apaiser, de me parler de choses. Et c'est par lui aussi que j'ai appris que ce qui était important, ce n'était ni de s'enfermer dans une peau noire, ni de s'enfermer dans une condition de femme, mais de travailler l'individu. De travailler cette personnalité, cet individu. C'est quelque chose dont on dit c'est l'âme, c'est le cœur, mais qu'on ne peut pas situer. L'âme, c'est quoi en fait? Qui n'est pas palpable. Qui n'est pas palpable, mais qui fait la personne. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est ça qui est ton identité, avec maintenant des accessoires de peau noire, des accessoires de femme, etc. Et c'est valable qu'on soit chinois, américain, ou noir, ou jaune, ou rouge. Tout ça, ce sont des accessoires. Parce que dans le fond, cet individu, cette individualité, nous, tous les humains, c'est l'humain même, qu'on doit maintenant travailler comme identité. Complètement. C'est l'identité humaine là, c'est ça qui est important. C'est lui qui m'a appris ça. Et cet homme-là, vous étiez marié avec lui, du coup? Tu étais marié avec lui? Oui, ça veut dire que dans ces systèmes de Serigne... 28e femme, mais après non, ça, je pense que c'est... Peut-être que j'ai écrit ça comme ça parce que je voulais tellement être sa femme. Parce que je l'aime toujours. D'ailleurs, même si je prends mon petit calepin là, parce que
que j'ai mis la carte bancaire pour aller faire les courses là. Il y a sa photo toujours avec moi. Il est toujours en vie? Oh non. Quand je l'ai rencontré, il avait l'âge de mon père quand je suis née. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Il avait 85 ans. Il avait 85 ans. Oui, d'ailleurs, toujours, il y a des gens qui font le parallèle. Entre oui, c'est un amour, c'est les amours... Parce que mon père était décédé avant oui, que de je remplacement. Donc, comme exactement le même âge que mon père. Et il est décédé 2 ans après. Ouais. Et c'est du coup, c'est cette histoire... et donc... Riwan et le chemin de sable. Voilà. Génial celui. Donc, parce que j'ai même essayé d'expliquer que dans la religion musulmane et au niveau de la législation ici au Sénégal, on ne dépasse pas 4 religions. Mais chez les mourides et chez certains chefs religieux, c'est les tidanes ne font pas ça. Mais chez certains, chez les mourides d'avant, les serines d'avant, et certains chefs religieux d'autres confréries, après les 4 femmes, parce que c'est le prophète de l'islam qui prenait en dehors de 4 femmes des épouses d'hommes qui étaient partis faire le djihad et qui sont décédés. Et quand les femmes deviennent des veuves avec des gosses, des femmes qui ne travaillaient pas à l'époque, qui n'avaient pas des moyens de survie, qui n'avaient pas cette protection du papa, du mari, et lui, il les prenait sous sa protection. Et c'est comme ça qu'il en avait, je crois qu'il en avait 9, mais c'était tous des veuves de gens qui étaient partis au djihad. Donc, c'est pour ça que dans le mouridisme, c'était en dehors des 4 épouses légitimes avec qui ils font des enfants pour devenir des futurs serines et qui sont sélectionnés, choisis, les autres épouses qu'ils prenaient, c'était des femmes soit rejetées par la société, soit des veuves de grands érudits. Par exemple, les veuves du père de Djilimbaye, parce que le père de Djilimbaye était un grand érudit. Serigne Cheikh Mbaye. Et c'est un grand érudit. Ces veuves, la plupart de ces veuves ont été donc sous la protection d'autres serines. D'accord, je vois. Les femmes aussi rejetées par la société parce qu'elles sont mariées, elles n'ont pas fait d'enfants. On dit pas à quoi ça sert, comme si la femme c'est une machine à enfants. Quoi. Tu ne fais pas d'enfants, on te débrouille, soit on t'isole, soit on te chasse et tu te retrouves et personne ne veut t'épouser. Soit tu t'es marié 1 fois, 2 fois, mais chaque fois tu te maries 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, le mari meurt. On dit tu portes malheur. Ouais, je vois. Il suffit que tu aies une narine qui est un peu comme ça, on dit oh, toi t'es bizarre. Et puis tu restes, surtout dans ces milieux de village, tu es là une vieille fille parce que tu portes malheur, ou tu ne fais pas d'enfant, ou quand on t'épouse, si on t'épouse, le mari va mourir. Donc on laissait des jeunes femmes à la traîne et les épouses les veuves des érudits ou les veuves d'autres serines. Et donc on les donnait comme Tara, on mettait sous la protection d'un serine. Voilà. Okay, c'est comme ça que donc, moi qui étais aussi rejetée par la société, je me suis retrouvée dans le groupe de gens de serine récupérés parce que rien que d'être sous sa protection, ça vaut des vies, quoi. Ça, voilà. Et on se disait être sous sa protection, c'est qu'on raconte l'histoire de l'humanité en fait. Donc tout est dedans. On dit oui, je veux lire un livre sur ceci, mais c'est déjà dans ces depuis donc, des millénaires. Donc c'est pour ça que c'est des ouvrages que les gens négligent. Parce que tu lis la Bible, on dit mais t'es pas chrétien. Tu lis le Coran, on dit mais t'es pas musulman. Tu lis le Talmud, on dit t'es pas juif. Et donc il y a des histoires qui nous échappent. Et en même temps, ce que j'aime aussi, non seulement de lire, pour quelqu'un qui aime lire, il y a des contes, des légendes, des histoires surréalistes, fiction, science-fiction. Il y a même du Marvel. Dans les écritures, il y a même des Marvel, je t'ai dit. Et donc, en même temps, ça nous dit que tout ça, c'est la même chose. Ça nous rassemble. Pour que dire que finalement, il n'y a pas d'histoire de juifs, de musulmans, de chrétiens, il n'y a que des histoires d'humains, tout simplement. Super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Quelque chose que je ne t'ai pas demandé ou juste une chose que tu veux dire en plus pour clore cette merveilleuse conversation que j'ai adoré. Je suis très contente de te recevoir. J'aime rencontrer les nouvelles générations. Non seulement elles me rafraîchissent,
En plus, dans l'optique que j'ai d'être optimiste et croire que les choses sont en train de bouger, quand je rencontre les nouvelles générations, j'ai une confirmation que les choses sont en train de bouger. Il y a une dynamique, il y a une énergie qui est en train de se déployer, mais qu'il faut aussi accompagner, qu'il faut aussi soutenir. Pas seulement accompagner par un soutien moral, etc., mais marcher avec les nouvelles générations. Je pense que s'il n'y a plus de différence entre les générations, que toutes les générations se mettent ensemble, je pense que ce sera plus facile pour changer les choses. Parce que les plus anciens ont des témoignages à faire, ont des choses à transmettre, et les nouvelles générations sont là pour mettre tout ça ensemble et pour en sortir des énergies, des nouvelles dynamiques pour changer le monde. Super. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt.